Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour la soutenance de mon HDR qui s'intitule « Modélisation des capacités des agroécosystèmes diversifiés à faire face à l'incertitude ». Je vais suivre un plan somme toute très classique avec une introduction autour des capacités du lien à l'incertitude dans les agroécosystèmes, puis un bilan de mes activités de recherche autour de l'évaluation des propriétés de robustesse, d'adaptabilité et de résilience via des approches de viabilité en modélisation. Puis, je détaillerai un peu plus mon projet de recherche autour de la caractérisation des conditions de la viabilité des agroécosystèmes diversifiés. Donc, en guise d'introduction, je voulais commencer par cette citation d'une éleveuse laitière à l'herbe dans le Wisconsin, tirée d'un papier de Lyon et al., que je vais vous lire. That's one of the beauties of grazing, Sharon said. We could build a building and shut them all up in it. Donc, quand elle parle des vaches, là. But that's fighting the weather rather than using what you have and working with it. Et à mes yeux, cette citation, elle reflète extrêmement bien le changement de paradigme en agriculture lié au passage du modèle productiviste post-deuxième guerre mondiale qui avait pour but de s'affranchir des variations environnementales, dans le cas de la citation, en coupant physiquement les vaches de leur environnement, en les mettant à l'étable, pour s'affranchir des variations environnementales dans le but de se focaliser sur un seul objectif qui était la maximisation de la production. Le passage à l'agroécologie, l'écologisation de l'agriculture, en remettant les processus écologiques au cœur de la dynamique de production, impose de prendre en compte, de remettre au milieu l'incertitude qui est liée à ces dynamiques écologiques. Incertitude qui est liée à la fois à la complétude des connaissances, mais aussi et surtout à la nature profondément incertaine des processus écologiques. Donc, ça demande de se mettre dans une logique de pilotage d'un agroécosystème dont la dynamique est partiellement incertaine. Alors, quand on veut faire face aux incertitudes, de quoi est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on évalue ses capacités à faire face à cette incertitude? Alors, il y a une multitude de concepts qui se réfèrent à ces capacités à faire face aux incertitudes. Et ils dépendent des disciplines, des auteurs. Pour un auteur donné, d'un papier à l'autre, on va avoir des utilisations différentes de termes. Je ne vais pas revenir dans le détail là-dessus. Ce que je voulais juste, là où je veux juste en venir, c'est que tous ces concepts, ils sont assez éclairants. Tant qu'ils restent qualitatifs, c'est des métaphores assez intéressantes pour évaluer ou pour discuter des capacités à faire face aux incertitudes. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de leur évaluation. Alors, il y a plusieurs manières de les évaluer. La première qu'on va évacuer assez rapidement, c'est l'évaluation statique de ces propriétés. En général, c'est des approches où on va conserver des définitions floues des concepts d'intérêt qui vont être faciles à mesurer parce qu'en fait, on va mesurer des choses qu'on mesurait déjà avant quand on parlait de durabilité. Et on est dans un raisonnement qui est assez tautologique. Par exemple, si on prend la résilience, est supposé résilient un système qui a des caractéristiques que l'on suppose conférer de la résilience au système. Donc ça, on l'évacue rapidement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de passer, je reprends ce papier de Carpenter, je trouve très bien, ne serait-ce que le titre, de passer de ces métaphores, de ces descriptions, de ces concepts à la mesure des propriétés. Et comment on fait pour ça? Carpenter le pose, mais voilà, c'est assez simple. Pour mesurer ces propriétés, il est important de recentrer ces concepts, de les définir pour les rendre opérationnels et de les recentrer sur leur définition première. Et derrière, ça impose de définir le système, définir les objectifs, expliciter l'incertitude, les sources d'incertitude. Et ça, on est sur des concepts qui sont fondamentalement dynamiques, donc ça demande d'avoir une approche dynamique derrière. Dans mon travail, je me suis intéressé à 3 propriétés que je trouve assez englobantes des différentes capacités à faire face à l'incertitude, à savoir la robustesse, l'adaptabilité et la résilience au sens d'engineering resilience. Alors, je vais vous définir rapidement ces concepts de manière qualitative. La robustesse, c'est une propriété passive du système qui ne fait pas intervenir le pilote. C'est la capacité du système à maintenir sa structure et ses fonctions face à une perturbation. Dans une certaine mesure, ça se rapproche de concepts comme la résistance, la rigidité ou l'ecological resilience. L'adaptabilité, alors à l'inverse, c'est une propriété active du système. Elle implique l'agriculteur, pour les systèmes qui nous intéressent, le pilote du système, dans sa capacité à décider, à
changer ses modes de gestion pour s'adapter à une incertitude qui est en train de se réaliser. Changer ses pratiques au fil du temps. Donc là, c'est l'adaptabilité qu'on va pouvoir rapprocher de concepts comme la flexibilité de gestion, la robustesse active, l'adaptive management et dans une certaine mesure de la transformabilité, mais bon, qui relève de modifications plus profondes du système. Et enfin, le dernier concept sur lequel je travaille, la dernière propriété sur laquelle je travaille, c'est l'engineering resilience, la capacité du système à se réorganiser après une perturbation pour recouvrer une structure et des fonctions satisfaisantes. On parle souvent de résilience tout simplement, mais le terme d'engineering resilience précise de quoi on parle. Et l'idée là, ce qui est central, c'est que la perturbation a eu lieu, le système a changé, on n'est plus dans l'état dans lequel on était au début, et on essaye de revenir à quelque chose de satisfaisant. Ça peut être très flou. C'est des propriétés qui ont plusieurs caractéristiques qui vont être centrales pour le choix de la méthode qu'on va utiliser pour les évaluer. C'est des propriétés qui sont donc dynamiques dans le sens où elles demandent de suivre l'évolution du système dans le temps sous l'effet du pilotage. Donc là, je vous présente deux trajectoires. Ce que ça signifie, c'est qu'il faut être capable de pouvoir suivre les évolutions alternatives du système en fonction de décisions de gestion différentes. C'est des propriétés qui se réfèrent à un état désirable, et cet état désirable, il n'est pas nécessairement stable, ce n'est pas forcément un état d'équilibre, et il n'est pas forcément unique. Ça peut être une zone dans laquelle on souhaite rester, c'est une situation acceptable, désirable. Et enfin, ça demande de pouvoir prendre en compte l'incertitude que je représente ici par les petites zones en orange sur le graphique, c'est-à-dire que pour une situation initiale, une décision de gestion, en fonction des réalisations de l'aléa, on peut avoir des trajectoires qui vont varier. Donc ça, il faut être capable de le prendre en compte. Pour évaluer donc ces propriétés, on a besoin de suivre des systèmes dans le temps long et les à une situation. Et du coup, les dispositifs observationnels, ils sont particulièrement compliqués parce qu'on n'a qu'une seule réalisation de l'aléa environnemental, de l'année météorologique, etc. Du coup, l'approche de modélisation, elle se révèle particulièrement pertinente, des approches de modélisation dynamiques, et en particulier la théorie de la viabilité qui est au cœur des travaux que je présente aujourd'hui. Alors, je vais revenir rapidement sur la théorie de la viabilité pour vous présenter les concepts et les objets centraux de cette approche. Donc, c'est un cadre mathématique qui est développé par Jean-Pierre Aubin dans les années 80, mathématicien français, et qu'on va représenter comme ça. Pour un système donné, mettons, on va le caractériser par un certain nombre d'états. Les états, c'est des descripteurs du système. Par exemple, dans cette pièce, la température, c'est un état du système. Les contrôles, c'est ce qui va relever du pilotage. Quels sont les modes d'action que le décideur a sur la dynamique du système? Ici, si on reprend l'exemple de la température, un contrôle, ça va être d'actionner le thermomètre. On ne peut pas arriver avec 1 degré et le remettre en plus dans la salle. Par contre, on peut jouer sur le radiateur pour faire monter la température. Ces états et ces contrôles sont liés par des dynamiques. Et les dynamiques, il peut y en avoir plusieurs différentes selon les contrôles choisis. Donc, ce que je représente ici par les petites flèches. Un ensemble de trajectoires partant d'un état et associées aux différents contrôles. Jusque-là, rien de bien spécifique à la viabilité. Là où on rentre un peu plus dans le nœud de la viabilité, c'est à partir du moment où on introduit les contraintes. Les contraintes, ce sont des limites qui vont définir un sous-ensemble de notre espace des états, on peut aussi avoir des contraintes sur les contrôles, qui vont correspondre aux situations, à nos objectifs. Qu'est-ce qu'on va chercher, où est-ce qu'on va chercher à maintenir notre système? Et donc, on va pouvoir, partant des états et de leur trajectoire, faire la distinction entre des trajectoires qu'on va qualifier de viables et des trajectoires qu'on va qualifier de non viables. Une trajectoire viable étant une trajectoire qui reste dans le domaine de contrainte. Une fois qu'on a défini ces états et ces trajectoires viables, on peut définir un sous-ensemble du domaine de contrainte qui est vraiment l'objet central de la théorie de la viabilité, qui est le noyau de viabilité. Le noyau de viabilité étant l'ensemble des états partant desquels il existe au moins une trajectoire qui permette de rester dans le domaine de contrainte et donc dans le noyau de viabilité au cours du temps.
ça, c'est vraiment quelque chose de central parce que le noyau de viabilité, c'est pas le domaine de contrainte. Quand on est dans la zone grise du domaine de contrainte, à l'instant T, on a l'impression qu'on respecte les contraintes, donc que tout va bien, mais on est voué nécessairement à quitter ce domaine de contrainte. Et bien sûr, tout ça peut se faire en contexte d'incertitude. Alors, je le représente ici avec les nouveaux petits triangles qui représentent l'aléa, la variabilité liée à cette incertitude autour de la trajectoire. On retrouve les choses qui nous intéressent, les propriétés qu'on recherchait dans cette méthode, à savoir un système dynamique, piloté, soumis à des perturbations, et la référence à un état désirable, donc le noyau de viabilité en l'occurrence, qui est un ensemble qui ne fait absolument pas, qui n'impose pas qu'il soit un point unique, ni qu'il soit un état d'équilibre ou qu'il contienne un état d'équilibre. Voilà. Alors, je vais maintenant revenir sur ma trajectoire de recherche autour d'une diversité de cas d'application sur lesquels j'ai mis en œuvre cette méthode pour l'évaluation des propriétés que je vous ai mentionnées plus tôt. Donc, je fais une thèse à l'UMR SADAPT. Je la mentionne ici parce c'est là quand même j'ai fait mes premiers travaux sur la viabilité, encadré par Muriel Tichit et Luc Doyen. Muriel Tichit à l'INRAE et Luc Doyen qui est mathématicien au CNRS et qui était hébergé au muséum à l'époque. Sur des questions de conservation de l'hémicole dans les prairies, dans le Marais poitevin. Puis je fais un postdoctorat à l'université de Göttingen où je travaille sur le cacao, la dynamique de production du cacao. Je suis ensuite recruté à INRAE, à l'UMR SADAPT, sur un poste traitant de modélisation de la résilience des systèmes d'élevage et de polyculture élevage. Ce que je fais, notamment en partant sur un second séjour postdoctoral à l'université de Madison, dans le Wisconsin, aux États-Unis, où je travaille sur des modèles d'élevage laitier à l'herbe. Et puis à mon retour, j'intègre progressivement l'unité éco-développement d'Avignon, où je déplace mes objets de recherche progressivement sur l'horticulture diversifiée, plus précisément les vergers maraîchers. En parallèle de ces 4 cas que je porte personnellement, je mets en place différentes interactions avec des doctorants, donc sans faire partie de l'encadrement formel de ces doctorants, doctorantes et doctorants d'ailleurs, sur différents systèmes, avec la volonté de tester les câbles que je développe sur une variété de câbles d'application. Et puis, avec mon arrivée à éco-développement, je m'investis plus officiellement dans l'encadrement et la direction de thèses, avec 3 thèses qui ont porté sur les systèmes de vergers maraîchers et une thèse qui vient de démarrer sur les systèmes de polyculture polyélevage. Sur ces différents cas, j'ai un positionnement interdisciplinaire entre agronomie, zootechnie, avec des développements méthodologiques sur la modélisation, et donc sur le cadre de la théorie de la viabilité. Ce positionnement interdisciplinaire, on le retrouve dans l'encadrement des différentes thèses, dans le co-encadrement des différentes thèses, et puis dans les différents réseaux d'animation de la recherche que je pilote ou co-anime selon les cas. Et puis derrière cette diversité de disciplines, de cas d'application, d'objets, la constante, c'est l'évaluation des 3 capacités que je mentionnais en introduction, principalement la robustesse et l'adaptabilité, puis dans une moindre mesure, l'engineering resilience. Donc, je vais revenir maintenant sur un bilan de mes activités, donc l'évaluation des propriétés de robustesse, d'adaptabilité et de résilience dans les agroécosystèmes. Donc, c'est l'approche de modélisation qui se base sur la viabilité. Donc, je vais revenir sur la manière dont mes travaux ont contribué à formaliser l'évaluation de ces 3 propriétés. Donc, on revient sur notre cadre état, contrôle, contrainte, enfin état, contrainte. Et je vais vous présenter successivement les trois manières d'évaluer ces 3 propriétés. Donc, la robustesse, c'est la capacité d'un système à maintenir sa structure et ses fonctions face à une perturbation, pour rappel. Et comment on l'évalue? On essaye de regarder dans quelle mesure une trajectoire demeure viable. Alors, il y a des cas un peu triviaux. Quand, quel que soit l'aléa, la trajectoire du système, comme dans le point A, reste dans le domaine de contrainte, on reste viable. Quand
comme dans le KB, on sort quel que soit l'aléa, on n'est pas viable. Donc là, il n'y a pas de problème. On définit donc un noyau de viabilité robuste, en vert ici, qui est l'ensemble des étapes partant desquelles, quel que soit l'aléa, il existe au moins une trajectoire. Il existe une trajectoire telle que, quel que soit l'aléa, on demeure dans le noyau de viabilité. Là où ça devient plus compliqué, c'est à l'interface entre la zone où on va retrouver le point B et la zone où on va retrouver le point A, une zone plus floue où pour un état donné, toutes les trajectoires ne permettent pas, il n'y a pas de trajectoire qui permette de rester dans le domaine dans le noyau de viabilité, quel que soit l'aléa. Et là, on va évaluer la métrique de robustesse comme la proportion, la fréquence des aléas pour lesquels il est possible de rester dans le noyau. L'adaptabilité, c'est donc pour mémoire la capacité du système à modifier sa structure pour maintenir ses fonctions face à une perturbation. On l'approxime, on l'évalue en comptant le nombre de contrôles parmi l'ensemble des contrôles. Alors, je n'ai pas précisé, je le précise maintenant. Je travaille en état, contrôle, temps discret et en temps généralement fini. Ce qui explique qu'on peut du coup compter les contrôles. On compte le nombre de contrôles permettant de maintenir le système dans le noyau de viabilité. Donc, par exemple, le point A, on va avoir l'ensemble des contrôles testés qui vont permettre de maintenir le système dans notre noyau de viabilité. On va allouer à ce point A une adaptabilité maximale. Et le point F, on n'a qu'un seul contrôle qui permet une seule trajectoire qui permet de rester dans le système. Donc, on va avoir une métrique plus faible. Évidemment, c'est une métrique relative à l'espace des contrôles qu'on va explorer. Enfin, la résilience, c'est la capacité du système à se réorganiser après une perturbation pour recouvrer une structure et des fonctions satisfaisantes. Donc ça, on s'appuie pour mesurer ça, on s'appuie sur la notion sur le bassin de capture du noyau de viabilité. On va, pour chaque point en dehors du noyau de viabilité, rechercher la trajectoire qui minimise le temps de retour dans le noyau. Et par le calcul de bassins de capture successifs, on va pouvoir évaluer la résilience du système avec qu'on va approximer par l'inverse du temps de retour qui est un proxy du coût pour revenir dans le noyau. Quand le temps est infini, la résilience est nulle, et puis quand on est dans le noyau de viabilité robuste, la résilience est maximale. Et pour incarner un peu tout ça, je vais vous montrer comment on calcule tout ça sur un cas d'application. Et je vais reprendre ici l'exemple de système d'élevage plurispécifique en Mongolie. Donc un travail qu'on avait fait avec un doctorant qui à l'époque, qui est aujourd'hui en poste à Clermont-Ferrand, qui s'appelle Frédéric Joly, qui travaillait pour une association de réintroduction du cheval sauvage en Mongolie, qui avait une très bonne expérience du terrain et des compétences en modélisation, ce qui a permis de bien travailler ensemble pendant pas mal d'années. Ce système, donc il y a 5 espèces, bovins, ovins, caprins, équins et des chameaux, sur un système particulièrement aride, avec des conditions hivernales extrêmement froides, extrêmement dures, et un système qui avait la particularité d'être soumis à un phénomène bioclimatique qu'on appelle le Tzoud. Le Tzoud, c'est un phénomène binaire qui donc a lieu ou n'a pas lieu en fin d'hiver, qui se traduit par une mortalité massive du troupeau quand on a une pression sur la ressource fourragère qui est trop importante, donc faible biomasse résiduelle en fin d'année, en début d'hiver, et fort chargement, et aussi des conditions climatiques particulièrement difficiles. Donc très froid, neige, et en fin d'hiver, les animaux n'ont plus de ressources, et d'un seul coup, on a une mortalité très forte du troupeau. Donc ça introduit une forte linéarité dans le comportement du système, ce qui est particulièrement intéressant à étudier. Ce modèle, on le soumet à différentes contraintes, des contraintes alimentaires, culturelles, économiques, ce qui illustre ici le fait qu'on peut avoir des contraintes de nature très différentes quand on traite un problème de viabilité. Et puis, évidemment, on calcule notre noyau de viabilité, c'est ça qui nous intéresse, comme premier objet à partir duquel on va pouvoir travailler. Un noyau qui a une forme
assez particulière avec ce creux-là qu'on retrouve au milieu, qui représente le comportement du système différent s'il y a de zone ou s'il n'y a pas de zone. Si on prend une tranche de ce noyau, donc en X et en Y, vous avez les BOD et les BOG. C'est une petite astuce méthodologique qu'on a pu mettre en place parce qu'on avait ce cas d'étude, c'est-à-dire qui consistait à regrouper les animaux par types fonctionnels, qui sont des types fonctionnels que nomment les agriculteurs, les éleveurs sur la zone, donc qui font sens du point de vue du système et qui permettaient de n'avoir que 3 dimensions d'état au lieu d'en avoir 7, 6 ou 7. Et en Z, vous avez la biomasse racinaire, qui est la variable lente clé dans le système. Donc, si on trace, si on fait cette coupe, on voit qu'on peut calculer sur ces 3 heatmaps les métriques de robustesse, d'adaptabilité et de résilience, avec en vert donc le noyau de viabilité robuste et puis les zones autour qui correspondent aux autres zones qu'on a calculées. Les triangles blancs représentent les exploitations réelles, enfin les troupeaux réels de la zone, et du coup d'avoir la connaissance du système permet de localiser des troupeaux réels et de les discuter. Par exemple, celui qui est tout en bas à gauche, qui est tout le temps dans le noir, qui est dans une situation assez catastrophique, en fait, c'est un agriculteur qui est plus réactif, qui, du fait des difficultés rencontrées, travaille à la ville une bonne partie du temps et a réduit son troupeau. Voilà. En transversal sur ces résultats, je voulais juste revenir sur 2-3 points. Déjà, sur le plan méthodologique, la viabilité, ça se révèle être une méthode pertinente pour mesurer la capacité des systèmes agricoles à faire face à l'incertitude. J'ai pu l'évaluer le montrer sur l'évaluation de 3 propriétés, sur 9 cas d'application, animal, végétal, tempéré, tropical, dans différents continents. Donc, ça marche de manière assez transverse à pas mal de cas. Voilà, puis ça a amené à des publications. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va retrouver des résultats transverses aux différents cas d'études. Par exemple, ici, sur la question de l'arbitrage entre production et robustesse du système, on aurait des choses similaires sur l'adaptabilité. On voit 2 graphes ce qui saute aux yeux, c'est que c'est quasiment les mêmes graphes sur un système à gauche qui est du cacao au Sulawesi et pâturage tournant intensif dans le Wisconsin à droite. Donc des systèmes qui a priori n'ont rien à voir, on a les mêmes sorties. Et ces sorties, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'on peut, tant qu'on est à des niveaux modérés de rendement, d'objectifs de production en ce contexte déterministe, on peut avoir des robustesses maximales à 100%. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. On peut avoir de très mauvaises robustesses aussi en fonction des pratiques qu'on met en place. Mais dès lors qu'on s'approche du maximum d'objectifs de production, on a d'un seul coup un effondrement de la robustesse maximale et on voit ce front de Pareto qui est tracé en rouge ici, qui représente l'arbitrage entre l'objectif de production et la robustesse. Donc, importance de la sous-optimalité, je le redis, qui est une condition nécessaire mais pas suffisante à la robustesse du système. Le deuxième point que sur lequel je voulais revenir, c'est l'importance des variables lentes dans la construction de la résilience, mais à nouveau, on l'a sur les autres propriétés. Si on se met à différents niveaux de biomasse racinaire, donc qui va être la variable lente dans ce système-là, qu'on va construire au cours du temps, on aura la même chose sur la matière organique des sols, sur la biodiversité. Selon la tranche où on va se mettre, les noyaux de viabilité et les heatmaps de résilience n'ont plus grand-chose à voir, et notamment la distinction entre les 2 sous-ensembles du noyau qu'on voit en haut disparaît, puisque les 2 se mélangent. Donc ces 2 sous-ensembles, pour rappel, c'est les situations où le ZOOD a lieu et le TOOD n'a pas lieu. Enfin, l'importance des goulets d'étranglement dans ces dynamiques. Je vous présente à droite les résultats de la transition d'un système de maraîchage en verger maraîcher, donc issu de la thèse d'Alice Delaparent qui vient de soutenir, où on voit le nombre de contrôles. Donc chaque couleur, c'est une combinaison d'espèces, un assolement dans une parcelle de verger maraîcher. Ce qu'on constate en les flèches rouges correspondent à l'année où on va planter les arbres fruitiers. Et du jour où on plante les arbres fruitiers, les combinaisons d'espèces disponibles se réduisent drastiquement
on se retrouve avec très peu d'options pour la gestion du système, parce qu'en plantant les arbres, on va immobiliser une partie de la surface qui ne sera pas productive sur le court terme, et ce qui impose de mettre des cultures rentables, économiquement rentables, sur le reste de la surface pour compenser ce manque de production pendant le temps que les arbres arrivent à production. Je ne vous ai pas mis l'autre graphe où on plante plus tardivement, on a des comportements qui sont différents. Voilà. Je vais maintenant revenir sur mon projet de recherche autour de la compréhension du rôle de la diversité dans la construction de la viabilité des agroécosystèmes. Alors, je reviens sur la place de la diversité dans mon parcours très rapidement. J'ai régulièrement travaillé sur des systèmes diversifiés, que ce soit des systèmes d'élevage ou des systèmes végétaux, mais ça a toujours été plus un élément de contexte jusqu'en 2020, où on s'intéresse vraiment à l'effet de l'association et de la diversification sur la réduction du risque par des approches statiques et statistiques dans le cadre de la thèse de Raphaël Pau, en reprenant les théories du portefeuille, notamment de la finance. Mais c'est que vraiment l'année dernière, là en ce moment, dans un papier qui est en cours de révision, qu'on a vraiment commencé à essayer de décortiquer la manière dont les composantes de la diversité construisaient l'adaptabilité et la robustesse dans les systèmes. Et c'est autour de ça que j'ai envie de continuer à travailler maintenant. Donc, mon projet de recherche comprend le rôle de la diversité dans la construction de la viabilité de l'agroécosystème. Il s'articule autour de deux axes. Un premier qui a pour but de rendre la théorie de la viabilité plus accessible et plus opérante pour l'étude des systèmes diversifiés. Alors, agroécosystème pour ce qui m'intéresse, mais les développements méthodologiques touchent bien d'autres systèmes. Et puis, un deuxième axe autour de l'accompagnement de la transition viable par la diversification. Donc, ce premier axe, il part du constat des limites de cette approche, qui est extrêmement intéressante à bien des égards, mais qui a plusieurs limites, notamment la question de la dimensionnalité des problèmes. On a un nombre de dimensions qui est limité. Des modèles, on a besoin d'avoir des modèles mécanistes et des données pour calibrer ces modèles. Et tout ça implique, quand on modélise, de faire de nombreuses réductions pour avoir un modèle qui soit utilisable via les algorithmes. Bon, ce n'est pas forcément un problème de faire ces réductions, mais dès lors qu'on s'intéresse à des systèmes diversifiés, ben, on n'a qu'une envie, c'est d'augmenter pour prendre en compte cette diversité. Donc là, on est un peu embêté. Et la deuxième limite, c'est la question du coût d'entrée de ces approches. Ça reste des approches fondamentalement mathématiques qui sont présentées comme telles dans les ouvrages de référence, qui, même si les algorithmes ne sont pas excessivement compliqués d'accès, la manière dont on rentre dedans, si on est extérieur à la communauté, par les livres, je prends cet exemple, elle n'est pas triviale. Donc, comment avancer là-dessus? Sur le premier ensemble de problèmes autour de la dimensionnalité des problèmes, j'envisage de contribuer au développement méthodologique dans la communauté de la viabilité. Alors, des choses qu'on a faites, donc c'est principalement permettre d'augmenter les dimensions, le nombre de dimensions des problèmes en divisant le système en un ensemble de sous-systèmes qui communiquent. Donc, à gauche, vous avez des travaux issus de la thèse d'Alice Delaparent et des travaux de Sophie Martin qui co-dirigeait la thèse d'Alice, qui, sans rentrer dans le détail, permet de diviser le problème en deux sous-problèmes, les problèmes communicants par le biais de contraintes et de prise en compte de l'incertitude sur chacun des sous-systèmes. On a un arbitrage entre précision de l'approximation et gain en temps de calcul qui est très intéressant, puisqu'elle permet, ça arrivait à diviser par 10 puissance 6 les temps de calcul pour une perte de volume des noyaux d'environ 20% dans les meilleurs des cas. Elle a couplé ça ensuite avec des algorithmes génétiques pour aller faire de l'optimisation, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Donc ça, j'aimerais bien continuer à creuser là-dessus. Et puis, une autre voie que j'aimerais continuer à creuser, qui est assez similaire, mais en fait, qui s'appuie sur l'asymétrie et les emboîtements d'échelle qu'on a dans les systèmes
agricole. Dans le cadre de la thèse de Thomas Puech, on est en train de réfléchir, alors on est vraiment aux prémices là, à des manières de résumer, de travailler en multi-échelle, des choses aussi que j'avais un peu abordées au cours de ma thèse, avec un modèle de viabilité à l'échelle du troupeau, réussir à résumer dans un unique état dans cette dynamique de troupeau sur laquelle on aurait une contrainte qui interviendrait. Et cet état serait un des états du modèle exploitation agricole. Donc là, en l'occurrence, on réfléchit à résumer le troupeau en une variable d'état qui serait le chargement. Donc ça, ben voilà, je vous ai mis les projets dans lesquels ça s'inscrit. Sur le coût d'entrée, je vous ai mis ici à gauche un réseau de copublication, donc qui montre un peu une carte de la communauté de la viabilité. Donc c'est un réseau de copublication des auteurs ayant publié au moins 5 articles sur la viabilité. On retrouve le labo historique de Jean-Pierre Robin, Patrick Saint-Pierre de l'Université de Dauphine, le labo, le LISC, qui était à l'IRSTEA à l'époque et qui maintenant est à INRAE, où on a Sophie Martin, Isabelle Alvarez, Guillaume Defiant, Jean-Denis Mathias, et puis 3 universités internationales plus ponctuelles. Donc tout ça sur des approches très mathématiques, algorithmiques. Quand on s'intéresse au cas d'application, en bleu, on voit 2 labos qui ressortent. Un labo à Munich sur des questions de trajectoire d'avions, de robotique, etc. Donc assez loin de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, mes co-directeurs de thèse et moi-même pour l'INRAE, avec des travaux sur les pêcheries pour Luc Doyen et sur animal et végétal, agriculture. Ce que ça traduit, c'est que la communauté, déjà, elle n'est pas gigantesque, que les gens qui travaillent sur la viabilité sont principalement des mathématiciens algorithmiques, et bien sûr, tous ces gens travaillent avec des thématiciens sur des cas d'application, mais ça traduit que ces thématiciens ne s'approprient pas la viabilité et ne vont pas ensuite continuer à publier en utilisant la viabilité sur leurs objets. Et ça se traduit aussi par le graphe de droite, qui montre que la grande majorité des publications sur la théorie de la viabilité se font en maths, computer sciences, engineering. Et dans les cas d'application, on retrouve environmental sciences et agriculture comme étant un point important. Donc, comment faire pour que les gens qui sont intéressés par la viabilité puissent prendre en main ça ça se fait, à mes yeux, via notamment le réseau interdépartement viabilité que je coanime, avec des différents dispositifs pour essayer de faire en sorte que les chercheurs thématiciens puissent prendre en main leur propre code, les ateliers de code qu'on fait, des sites internet, bases d'exemples, etc., pour rendre les choses plus abordables et essayer d'ouvrir la communauté de la viabilité au-delà des gens qui la pratiquent déjà aujourd'hui. Au-delà de ça, j'aimerais bien, alors ça reste encore à l'état de piste de réflexion, mais faire des déclinaisons qualitatives de la viabilité en transposant les concepts centraux de la viabilité à d'autres approches. Et donc, notamment sur des questions de scénarisation, donc penser des scénarios en termes viabilistes. On prend un exemple, là on se questionne en ce moment sur la filière pomme dans la basse vallée de la Durance et quelles implications de la réduction des objectifs de réduction des pesticides. Plutôt que de réfléchir à un point dans l'espace et dans le temps, quel sera l'état de la filière en 2040, penser cette cible comme étant un ensemble et pas juste un point. Un ensemble qui soit viable dans le sens où, partant de cet espace, on puisse y rester dans le futur et qui soit atteignable. Donc, du coup, se questionner sur les trajectoires pour y aller, les irréversibilités, les bifurcations, etc. J'ai tenté une métaphore sportive sur les images. Vous m'excuserez, je sors complètement de mon domaine de compétences. Et donc ça, on envisage de l'incarner dans différents projets. Il y a différentes options à voir comment ça prendra.
Deuxième axe, autour de l'accompagnement de la transition viable des systèmes horticoles par la diversification. J'envisage de traiter ça par plusieurs aspects. Tout d'abord, par le développement de références agronomiques sur ces systèmes, parce qu'on a un manque cruel de connaissances très, très basiques sur ces systèmes horticoles. On s'en est rendu compte en commençant, dans le cadre de la thèse de Raphaël Pau, où on a travaillé sur les associations de culture, la diversification et leur impact sur le risque. On a fait un data paper qui regroupe tous les effets des associations de culture entre culture horticole qu'on a pu trouver dans la littérature. Je ne détaille pas forcément les graphes qui sont présentés ici, mais ce qu'ils représentent, c'est que dans cette littérature, on a des bénéfices indiscutables qui sont liés à l'association de culture horticole. On a un gain de rendement important lié à l'association dans la grande majorité des cas. Juste à droite, vous avez une matrice qui représente chaque case de la matrice, c'est un couple de cultures. Donc, vous avez l'association 2 à 2 des 40 cultures qu'on retrouve les plus fréquemment dans la littérature, qu'on va retrouver en l'abscisse en ordonnée. Quand le point est rouge, c'est qu'il y a 0 études qui se sont intéressées à ce couple de cultures. Quand le point est jaune, c'est qu'il y en a au moins une. On a moins de 2% des couples de cultures qui sont renseignés dans la littérature. Donc, on a un intérêt fort, mais on n'a aucune référence là-dessus. Et donc, ça, on essaye de remplir cette base de données avec plusieurs programmes. En haut, je vous ai mis plusieurs programmes. Donc, un programme sur la question de la pomme avec le grave notamment, pour essayer d'aller regarder qu'est-ce qui se passe dans la face immergée de l'iceberg en allant creuser dans la littérature grise pour voir si on gagne beaucoup ou pas, sur un exemple. L'accueil d'une doctorante brésilienne qui a gonflé la base de données, notamment en la mettant à jour, mais aussi en ouvrant toute la littérature en espagnol et en portugais, et qui est en train de l'analyser, qui va faire un très bon papier là-dessus. Donc voilà, l'idée c'est de remplir cette matrice pleine de trous sur différents projets, avec donc des projets autour de la bibliographie et d'autres en sciences participatives, avec différents dispositifs que je ne vais pas détailler pour prendre avance. Le deuxième ensemble de travaux sur lesquels, la deuxième approche sur cette deuxième axe de travail, c'est autour d'ouvrir d'essayer de comprendre les rôles assignés par les agriculteurs à la diversité pour les accompagner vers des systèmes viables, en partant du constat que les rôles que les agriculteurs assignent à la diversité sont bien plus vastes que le seul objectif de production ou de réduction du risque. Et du coup, derrière, quels objectifs et derrière, quelles contraintes de viabilité pour ces systèmes. Et ça, j'envisage ça via des travaux à 2 échelles. À l'échelle de la parcelle, avec des travaux qui vont s'intéresser aux fonctions et aux traits recherchés par les agriculteurs quand ils conçoivent et qu'ils implémentent des parcelles en verger maraîcher, avec derrière des questions sur quels idéotypes et quelle sélection, à la fois quelles plantes à sélectionner, quelles variétés, mais aussi quels modes de sélection, méthodes de sélection pour les obtenir. Et là, sur des systèmes un peu plus spécialisés que ceux sur lesquels j'ai travaillé historiquement. Ça va se faire notamment en interaction forte avec l'unité expérimentale ici à Avignon, via un projet Ecophyto. Ça se fait aussi dans le cadre d'un PEPR et dans le contexte aussi de l'arrivée dans l'unité de Malik Ouattara, jeune chercheur, chargé de recherche, avec qui on travaille en binôme beaucoup sur ces systèmes-là, où lui va s'intéresser aux systèmes plus spécialisés, moi aux systèmes plus diversifiés. Et puis, au niveau d'organisation de l'exploitation agricole, des questions sur le rôle de la diversité dans ces exploitations, donc de la diversité gérée, qu'elle soit domestique ou associée, les implications pour la charge de travail, l'allocation des ressources, et plus généralement la place de l'atelier agricole dans ces systèmes, qui, quand ils sont très diversifiés, est souvent une des composantes du système, avec des fois d'autres objectifs à côté, avec l'idée de réfléchir à quel système pour demain, et ça sur des projets un peu plus transdisciplinaires. Je vous ai mis un exemple en haut avec la Serre nationale de la Garance, une autre scène, le citron jaune à Port-Saint-Louis, qui donc un projet qui mêle, c'est un projet érable qui mêle art et science, avec pour objectif de comprendre
les perceptions de la biodiversité dans les différents systèmes agricoles et d'essayer de croiser les regards pour rendre un peu perméable des mondes qui des fois ne le sont pas. Et puis un ensemble d'une dynamique plus que des projets autour de différents tiers-lieux qui prend forme sans que ce soit extrêmement précis à ce jour, mais c'est autour de laquelle j'ai des intuitions, on va dire. En guise de conclusion, je voulais revenir sur ce modèle, le modèle linéaire, qui est vraiment le modèle de base sur lequel toute l'agriculture, l'agronomie quantitative s'est fondée, donc modèle statistique, une moyenne, un effet, un résidu. Si on reprend les deux cadres que je présentais en introduction, toute l'agronomie liée à la modernisation agricole a visé à rechercher des lois de comportement des systèmes, de faire en sorte que les systèmes soient les plus prédictibles possibles, les plus déterministes possibles, en essayant de minimiser ce résidu, voire en le niant, pour s'affranchir des variations. Dès lors qu'on passe à des systèmes agroécologiques, comme on le disait en introduction, cette question de l'incertitude, on ne peut plus l'évacuer, il faut la prendre à bras-le-corps, et du coup se pose la question du pilotage. Le pilotage de ces systèmes, ça veut dire décider des pratiques de gestion à mettre en œuvre pour orienter le système en tenant compte des aléas au fur et à mesure qu'ils arrivent, dans des boucles de rétroaction, l'approche cybernétique, avec des questions qui se posent autour de quel est le modèle de formation des choix techniques. Comment est-ce que l'agriculteur, en fonction des effets de ses pratiques sur le système, de l'état du système, va décider en retour de ses modes de gestion, de la manière dont il va gérer le système. Alors là-dessus, il y a énormément de travaux qui ont été faits, notamment au département ACT, mais c'est des dispositifs de travaux qui sont faits de manière observationnelle. Donc, quand on observe ce qui se fait, on arrive à décortiquer les raisonnements de l'agriculteur et de les comprendre. Mais on ne peut pas inférer ou imaginer des comportements alternatifs qui pourraient être mis en œuvre. C'est là que la viabilité est particulièrement intéressante parce qu'en allant explorer et en cherchant l'ensemble des modalités de gestion qui permettent d'atteindre un objectif, donc on se retrouve avec cet ensemble face à nous et on peut le décrire. On peut aller y chercher des régularités et faire sortir des modes de gestion auxquels on n'avait pas forcément pensé au début. J'espère à travers ces travaux vous avoir montré en quoi la théorie de la viabilité pouvait se révéler particulièrement pertinente pour non seulement rechercher des règles de rétroaction pertinentes sur le plan de la production, sur le plan de la capacité à faire face à l'incertitude, mais plus généralement dans sa capacité à englober la diversité des objectifs que porte l'agriculteur. Et pour terminer, je voulais remercier l'ensemble des doctorantes et doctorants, stagiaires, CDD et postdoctorants avec qui j'ai travaillé et sans qui rien de ce que je vous ai présenté n'aurait existé. Bon, merci. Merci Rodolphe, parfaitement dans les temps, malgré la perturbation que tu as subie en cours de route, que tu as su rebusquer.